Oui, bonjour. Alors d'abord, l'intelligence, c'est quelque chose qui interpelle les humains et c'est même un lieu de narcissisme. Il n'y a qu'à voir, vous savez, la première mesure qui a porté sur le sujet humain en tant que sujet pensant, on aurait pu penser que c'était une mesure de douleur, parce que quand même, c'est même pas parce qu'on est médecin, mais c'est la douleur, c'est quand même dans la vie, c'est quelque chose de terrible. Et donc si on doit faire de la science, ben, il faut la mesurer. Maintenant, c'est l'intelligence qu'on a commencé à mesurer en 1904. Et c'est vrai qu'en plus, avoir 140 de QI, c'est quelque chose, quoi. Et il n'y a qu'à voir, quand on est en consultation des parents qui viennent pour un retard mental, c'est une blessure considérable pour eux. Alors qu'un enfant qui a 140 de QI, là aussi c'est extraordinaire. Avoir un enfant sympa, c'est bien, mais c'est pas pareil que 140 de QI. Alors que je vous assure, dans la vie, il vaut mieux vivre avec des gens sympas qu'avec des gens qui ont 140 de QI. Donc, du coup, on a mesuré l'intelligence et c'est important pour nous. Et on s'est rendu compte, en fait, très vite que l'intelligence n'est pas unidimensionnelle. Et vous savez que les mesures de QI, en fait, il y a des sous-dimensions, intelligence verbale, intelligence de performance, et même maintenant, il y en a davantage. Alors, au passage, d'ailleurs, on n'a toujours pas vraiment de définition d'intelligence. Il n'y a pas de consensus complet dessus, même si, globalement, c'est la capacité à surmonter ces difficultés. Donc, vous voyez, c'est assez loin, finalement, que de résoudre des équations différentielles ou des choses comme ça. C'est quelque chose d'assez vague. Alors, ça c'est l'intelligence classique, mesurée par le QI. Et puis, effectivement, dans les années 90, et d'ailleurs, on va essayer de voir pourquoi dans les années 90, il y a des psychologues américains qui sont arrivés avec la notion d'intelligence émotionnelle. Alors, c'était quoi? C'était l'aptitude à reconnaître, à interpréter nos propres émotions ou les émotions des autres. Pourquoi pas? Avec des instruments à la clé, on peut mesurer le quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle. Vous avez des sites en ligne. Alors, ça a suscité un débat énorme dans la communauté des psychologues et ils se sont fait massacrer, globalement. Alors, pour des raisons scientifiques, c'est que leur construit n'est pas très solide en termes statistiques, mais aussi pour des raisons épistémologiques, c'est que pour beaucoup de chercheurs en psychologie, l'aptitude à reconnaître, interpréter nos émotions ou celles des autres, c'est pas de l'intelligence. Alors, il faut replacer ça dans un contexte, en fait, qui est un contexte de querelle académique au sein de la science psychologique. À l'origine, en psychologie, vous aviez trois grands axes. Les cognitions, c'est-à-dire l'aptitude à traiter des informations, ce qu'on apprend à l'école, pour le dire vite. Les émotions, donc l'étude de l'anxiété, de la joie, de la colère, etc. Et les conations, qui sont la motivation. Qu'est-ce qui nous motive dans la vie? Et alors, les conations, c'était la psychanalyse traditionnellement, et donc comme c'est plus à la mode, ça a disparu, on n'en parle plus, alors que pourtant, qu'est-ce qui motive un enfant, qu'est-ce qui motive un adulte dans sa vie, c'est toujours un sujet d'une extrême importance, il n'y a pas d'intelligence motivationnelle. Et les cognitions, vous savez, vous êtes au courant que les sciences cognitives ont tout envahi. Et les cognitions ont fait une OPA sur les émotions. Et donc, on a vu, et du coup, cette intelligence émotionnelle est arrivée dans les années 90 au moment où les cognitions ont fait une OPA sur les émotions. Premier point, et effectivement, vous voyez, on parle des émotions en disant, c'est l'aptitude à reconnaître, interpréter nos émotions ou celles des autres. On est complètement dans une perspective de l'humain comme système traitant une information. Alors le deuxième point aussi qui explique ça, et qui a à voir avec les intelligences artificielles, c'est que en fait, notre vision de l'autisme a complètement changé dans les 20 dernières années. Et vous savez que les patients autistes ont des problèmes, alors c'est plus compliqué que ça, auraient des problèmes d'une certaine façon pour reconnaître et interpréter les émotions des autres. Alors, à partir de ça, ça a eu des implications dans la clinique, c'est que, vous savez, on a développé des concepts d'empathie, de sympathie, de compassion. Alors là aussi, tout le monde n'est pas d'accord sur le sens à donner à ces mots. L'empathie, ça serait l'aptitude à reconnaître les émotions, à lire les émotions sur le visage des autres ou sur les mimiques. La sympathie, ça serait l'aptitude à interpréter ce que sont ces émotions que vive le sujet, qu'est-ce que ça lui fait à lui. Et puis la compassion, c'est de souffrir avec l'autre.
Et donc, on a dit que le clinicien devrait être capable d'empathie, de reconnaître les émotions, de sympathie, de savoir ce que ça fait à son patient, mais pas de compassion, parce que si on souffre avec l'autre, alors, on ne va pas s'en sortir. Alors, ça, c'est une vision complètement cognitive de la relation médecin-malade, c'est que dans la réalité, ça ne marche pas comme ça du tout. Hein. Dans la réalité, on ne peut pas couper les trois en morceaux. Et puis, en fait, alors, dans la réalité, et là, on va faire le lien avec l'intelligence artificielle, il se passe deux choses. La première, c'est que, en fait, quand un patient va voir un médecin, on oublie toujours que le fait de rentrer dans un cabinet médical, vous vous rappelez que vous allez mourir un jour. Même si c'est pour une maladie chronique, même si c'est pour une rhinite, etc., le fait de voir un médecin, on se rappelle qu'on va mourir. Et en fait, on a en face de soi un humain, et cet humain, en fait, il sait qu'on est en train de se rendre compte qu'on va mourir, et on sait, nous, comme patients, que le médecin aussi sait qu'il va mourir un jour. Et le fait qu'on soit tous les deux au courant, ça fait qu'on peut s'engager dans une relation thérapeutique qui va aborder des choses compliquées dans la vie du malade. Et que bien sûr, une intelligence artificielle, elle ne sait pas qu'elle va mourir. Donc ça ne pourra jamais faire la même chose. Ça ne pourra jamais faire la même chose. Ça, c'est le premier volet. Mais il y a un deuxième volet qui est très curieux, c'est que, vous savez, au début, quand on a fabriqué des livres, vous savez, les philosophes grecs avaient une peur atroce des livres en disant que les gens allaient perdre la mémoire si on écrivait des choses sur les livres. Et puis ça ne s'est pas passé comme ça, en fait c'est le contraire, les livres sont devenus une extension de notre cerveau, on stocke des informations sur des livres, on sait où ils sont, et on ne se souvient plus, on va prendre le livre et on regarde, oui voilà c'est ça, les livres sont une extension de notre cerveau. Et puis là, l'Internet, c'est une nouvelle extension de notre cerveau. Les intelligences artificielles, en fait, d'une certaine façon, vont être considérées potentiellement comme des extensions de nous en tant que sujet pensant. Et on commence à voir ça dans la pratique clinique. Figurez-vous qu'il y a eu des expériences où on s'est rendu compte que certains patients préféraient parler à une intelligence artificielle plutôt qu'à un psychothérapeute de leurs problèmes intimes. Alors ça peut choquer parce que, contrairement à ce que je vous disais avant, le psychothérapeute, il est un humain, il a vécu la même vie que vous, il a eu des parents, il sait que c'est compliqué, il a un conjoint, il sait que c'est compliqué aussi, il sait qu'on se fâche, que voilà, qu'on est irrationnel et qu'on ne sait pas pourquoi on vit, etc. Et donc du coup on peut parler à quelqu'un qui est comme nous. Donc pourquoi aller parler à une intelligence artificielle? Parce qu'en fait c'est un soliloque. C'est-à-dire que en fait, quand on va mal, souvent on se parle à soi-même. Et parler à une intelligence artificielle, ça peut être vécu comme se parler à soi-même, et c'est en fait assez sécurisant parce qu'on ne se met pas en danger par rapport aux autres. Alors je terminerai juste sur un point, c'est que, donc oui, il y a une question autour de l'intelligence artificielle, c'est vrai, et de l'intelligence émotionnelle, d'accord, mais en fait, cette question de l'intelligence artificielle interroge aussi autour des autres formes d'intelligence. Figurez-vous que vous êtes au courant que les ordinateurs battent l'homme aux échecs et battent l'homme au jeu de Go, ce qui a été d'ailleurs à l'origine d'une blessure narcissique collective considérable. Mais un robot ne sait toujours pas plier une serviette. Et donc en fait, notre intelligence, elle est peut-être avant tout psychomotrice. Et s'il y a un métier dans le domaine du soin qui ne sera jamais remplacé par une intelligence artificielle, c'est le métier d'aide-soignant. Donc vous voyez, on est fort pas forcément à l'endroit où on pense. Il ne faut pas en avoir honte. Et le deuxième point, c'est l'intelligence clinique. C'est qu'en fait, on apprend à la faculté de médecine que la clinique, c'est la sémiologie qui conduit à un diagnostic, qui conduit à une thérapeutique. Mais je suis sûr que dans votre pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, s'il fallait asseoir la décision diagnostique que sur la sémiologie, on ne pourrait pas avoir un quart d'heure par patient, ça ne marcherait pas. Hein. On voit, d'ailleurs, il y a des dermatologues dans la salle, un dermatologue voit une lésion, il dit tiens, c'est une teigne, il dit vous avez des chats ou des chiens chez vous? C'est comme ça que ça se passe, on voit, on se dit c'est ça, et après on fait une enquête sémiologique pour confirmer. Et en fait, c'est extraordinairement sophistiqué comme processus. C'est-à-dire que l'intelligence humaine, c'est un mélange d'imaginaire, au sens d'image, et de langage, de système symbolique, qui est complètement collé l'un à l'autre.
Quand on pense avec des images, avec des représentations, et en médecine, nous avons des représentations, même quand ce n'est pas de la dermato, en psychiatrie, on a des représentations imaginaires de nos patients, et on a aussi des mots pour les décrire, des symptômes, et les deux sont complètement mélangés sans que l'on ne l'étudie vraiment. Et le fait qu'il y ait des intelligences artificielles qui, elles, sont assez clivées, parce qu'on a d'un côté le deep learning, qui ressemble à l'intelligence imaginaire, et l'informatique classique, qui, elle, est plutôt proche du système symbolique, et aujourd'hui c'est clivé. Nous, on n'est pas clivé, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est plus fort. Merci pour votre attention.